Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Le podcast ne serait pas possible sans la présence de commanditaires, donc j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel, commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier également le manufacturier Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle et commerciale. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications, ils sont représentés par Lajoie, donc vous n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer François Deschaines, le président du groupe Deschaines. Donc, sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour François, bienvenue au podcast Au-delà des plans. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est, comme je te disais en avant, c'est un immense honneur que tu me fais d'être présent. Merci Bruno. Je suis bien content d'être là. J'ai hâte de partager. J'espère que ça peut intéresser beaucoup de gens. Oui, bien, je suis persuadé que ça va intéresser plein de gens. Moi-même, dans mes recherches, je me suis surpris à être un peu à l'école. Je lisais sur le groupe Deschaines. Fait que François Deschaines, pour te présenter en bonne et due forme, François Deschaines de groupe Deschaines, tu es président depuis 3 ans. 5 ans, ça va faire. Je finis ma 5e année. 5e, c'est vrai. Avec la pandémie, des fois, il y a comme un laps de temps qui a pu exister. François, t'as quel âge? T'es né à quel endroit? 49 ans. Okay. Donc, 49 ans, j'ai grandi à Saint-Léonard, sur l'île de Montréal, ici, là, dans l'est de la ville. Là. OK, excellent. 2 frères, Éric, Martin. Chez nous, on est 5 enfants. Donc, il y a Martin qui est le plus vieux, j'ai 2 sœurs, Julie et Anne-Marie, mon frère Éric, puis moi qui est le plus jeune, ou le bébé, comme dirait ma mère. Oui, c'est ça. C'est sûr que dans un conseil d'administration, ça paraît bien. Oui, on vous amène le bébé de la famille dans ça. Fait que vécu à Saint-Léonard, était à l'école à Saint-Léonard. Frères, sœurs, ils font quoi exactement dans la vie? Il y en a que je connais dû à leur poste chez Deschaines, mais les autres? Écoute, mais j'ai mon frère Martin qui était président juste avant moi. Là. Donc, Martin, maintenant, il a pris sa retraite assez jeune, à 55 ans. Fait qu'il est encore sur le conseil d'administration de la famille, mais il est impliqué sur plein de conseils, de comités consultatifs, fondations, école d'entrepreneurship de Beauce, où il est président. Donc, il est bien impliqué là-dedans. Oui, c'est ça. Une retraite, il s'en va sur les présidents de l'école d'entrepreneurship. Une retraite à 50 heures semaine. Ben, c'est ça. Sa conjointe dirait qu'il travaille peut-être plus aujourd'hui qu'il travaillait avant. Oui, je pense que le travail est juste différent dans ce temps-là. Oui. Puis après, j'ai 2 sœurs. Julie, qui est un peu... on a à peu près 2 artistes dans la famille. Fait que ma sœur Julie, qui a un peu plus le côté artiste, qui a fait différents emplois dans sa carrière. J'ai ma sœur Anne-Marie, qui est orthophoniste. Mon frère Éric, c'est l'autre artiste. Il a fait plusieurs choses. Là, par exemple, ils ont parti l'atelier de quartier dans le coin de pas loin du cinéma Beau. Ah non, pas loin. Christophe Colomb, métropolitain, pas loin de là. Donc, lui, il fait plein de choses. C'est un entrepreneur en série qui s'amuse à partir des petites affaires. Il a fait du vidéo. Il a fait plein de projets. OK. Puis, il y a toi qui es entrepreneur. T'as-tu tout le temps été entrepreneur? Comment que ça s'est fait? Écoute, je ne sais pas si j'ai toujours été entrepreneur. T'as-tu vendu du chocolat, des choses? Non. Non, pas ado. Non, je faisais pas ça. Ado, j'ai travaillé, tu sais, mes premiers jobs d'été, ça a été dans l'entreprise. Je travaillais dans l'entrepôt sur notre... à ce moment-là, c'était Doraco-Noiseux sur Bélanger, coin Garnier. J'ai balayé le plancher dans le petit entrepôt. Puis je pense que les gars en profitaient parce que mon nom, c'était Deschaines. Fait que je balayais souvent. Donc, mon côté entrepreneur, il est venu plus tard. Quand j'avais à peu près... J'avais 27 ans. Non, c'est ça? Oui, 27 ans, le côté entrepreneur. Mais ça, c'était après l'université. J'avais le goût de goûter à ça, voir ce que ça a l'air d'être entrepreneur, puis de partir une business là, de zéro. Je voulais me donner le défi. Okay. Mais tu parles de l'université, tu as fait quoi comme études à l'université? L'université, j'ai été au HEC. À Montréal. Donc, j'ai un bac en gestion de la production des opérations puis en management.
OK. Donc, et puis après ça, j'ai fait... je suis retourné à l'université justement quand je me suis parti en affaires pour un cours. J'ai fait un cours d'1 an au HEC encore en entrepreneurship. Et puis après, en 2010, là, j'ai fait un MBA exécutif, là, McGill et la HEC ensemble. Oh, wow! Hey. Mais tu as retourné à l'école pour faire un cours en entrepreneurship. Veux-tu m'en parler un petit peu plus? Je dirais peut-être qu'à la base, parce que je ne suis pas un gars qui a vraiment confiance en moi, peut-être, je ne sais pas, mais je voulais... François, excuse-moi, mais on va redéfinir la confiance en soi. Là. On va parler un peu après de certaines choses que tu as faites. En tout cas, si t'as pas confiance en tout, t'as un bon instinct. Là. Mais tu sais, je voulais me partir. J'ai fait mon cours HEC 3 ans. J'étais allé travailler dans des usines en dehors de l'entreprise. Je n'ai pas commencé dans l'entreprise après mon université, après mon bac. Je travaillais dans des usines à gérer la production, service à clientèle. Et à un moment donné, un de mes amis m'a approché pour me parler, me montrer, là, on parle en 97, là, okay. Parler de réalité virtuelle à ce moment-là. Fait que le genre de Google Street View là, qu'on voit, ces choses-là. Oui, la fameuse série sur Netflix qui parle de Google Street View, t'as failli être là-dedans. Écoute, on faisait la réalité virtuelle en 97. Fait que quand c'est un de mes amis, un bon ami qui me présente ça, là, je vois plein de potentiel, tu sais. Puis Internet commençait, là. Fait qu'on était vraiment, vraiment, vraiment tôt. Fait que je disais, entre-temps, là, pendant qu'on commence le business, je vais aller me faire un cours d'entrepreneuriat pour comprendre c'est quoi qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'on a besoin comme entrepreneur quand on part une business et tout ça. Fait que ça durait en parallèle, on commençait l'entreprise et puis en même temps, je faisais ce cours-là là, à temps partiel. Hey, mais c'est particulier parce que Groupe des chaînes, il y avait ton père il y avait ton père, ton frère qui est entrepreneurship. Tu avais l'école de la vie qui pouvait te donner ça. Ton grand-père, était-tu encore... ton grand-père sortirait à... Non, mon grand-père, il a quitté l'entreprise dans les années... 80? Non, avant ça, dans les années 50 ou même 50-60, parce que sa santé était fragile. Donc non, il a quitté l'entreprise assez tôt. Okay. C'est là que les 3 frères, mon père et ses 2 frères ont pris la relève. Ah oui, puis là, par la suite, ton père, je pense en 80, il a racheté... En 73, il a racheté ses frères, oui. OK. Ouais. Mais, fait que là, as-tu été chercher des conseils de j'aime pas dire le mot papa et frérot, là, pour partir ça? Non, tu sais, quand je reviens en 97, je n'avais pas 27 ans, j'avais 25 ans. À ce moment-là, tu veux faire une cassure avec les autres membres de la famille. Tu sais, j'étais peut-être un peu trop, comment je dirais ça, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ma place. Fait que non, j'ai pas demandé conseil. Au contraire, pas au contraire, mais ce qui est arrivé, tu sais, de 94 à 97 ou à 96, j'ai travaillé dans des usines. Puis en 97, quand je disais à mon père, j'habitais encore chez mes parents. Je ne suis pas un Tanguy, là, mais pas à ce point-là, mais je suis resté longtemps. Et j'ai dit, Saint-Léonard, c'est beau, pourquoi pas rester là encore? C'est ça, j'étais bien, oui. Et là, je disais à mon père, je lâche ma job, là, je lâche ma job. Il dit, tu veux faire quoi? Je me pars en affaires. Là, j'essaie d'expliquer c'est quoi, mais il ne comprenait pas trop, puis c'est bien normal. Là. Fait que là, il dit, c'est parce que je voulais te offrir une job dans le groupe de chaîne. Ben là, je sais quoi la job. Fait qu'il m'explique la job. Puis écoute, dans ma tête, je n'étais pas prêt à joindre l'entreprise. C'est porter le nom de famille de l'entreprise sur laquelle tu vas travailler, là, je me sentais pas encore assez mature pour faire ça. Fait que je dis, je me pars en affaires. C'est beaucoup de pression aussi. Là, le nom des chaînes était déjà très connu. Fait que c'est sûr que en plus d'arriver dans l'entreprise, souvent, malgré que tu avais déjà balayé l'entrepôt, fait que tu avais commencé un peu à la base, mais c'était intéressant. Mais c'est sûr que ça devait être beaucoup de pression. Puis, comme tu dis un peu, tu veux un peu prouver à toi et j'ai fait le même développement. C'est pour ça que quand tu me parles de ça, je me souviens quand j'ai dit à mon père, « Ouais, papa, je voulais juste te dire que vendredi, c'est ma dernière journée. » Mon père, « OK, tu vas faire quoi? » Je pars une business, on va aller faire de l'aviation. Ah, mais là, il dit, t'es pas pantoute là-dedans. Non, mais je sens qu'il y a un bon petit créneau. Puis c'était quand Bombardier venait juste d'annoncer la C-Series. Okay. Fait que là, j'ai parti une entreprise avec des chargés de projet, puis qu'on gérait les projets de C-Series. Fait que ça me fait beaucoup penser. Je revois mon père, puis je vois un peu ton père, comment il a fait. OK, regarde, vas-y, là, à la limite, t'as 25 ans, tu te pètes railler, puis on recommencera. C'est une petite business, on était 2 associés, puis on commence la réalité virtuelle.
Écoute, c'est là que j'ai appris à la dure. Moi, j'étais le président. Mon partenaire, c'est plus le gars technique. Là. Moi, j'étais président, puis le développement des affaires. Écoute, j'en ai appelé des entreprises à Montréal. Là. Des cold calls, j'en ai fait. Fait que j'ai appris à la dure, puis des portes fermées qui se claquaient. Fait qu'à un moment donné, il a fallu se réorienter parce que j'ai appris une première leçon bien importante en affaires. Timing is everything. Fait que la réalité virtuelle en 97, c'était presque inexistant. Fait qu'on s'est repositionné un peu site web, communication. Fait que ça, pour moi, ça a duré 3 ans parce que tu sais, dans le fond de moi-même, je savais qu'un jour, je finirais dans l'entreprise. C'était pas nécessairement une destinée. C'était pas nécessairement ce que je voulais absolument faire, mais dans ma tête, je me doutais qu'un jour, j'irais là. Puis en 2000, là, mon père est revenu à la charge. Là, tu sais, François, là, il y a 3 ans, je t'ai approché, puis j'ai un travail pour toi. Je peux pas le donner à d'autres mondes. Je peux pas le donner à des employés parce qu'il y a des notions vraiment de confidentialité, un peu politique à travers l'industrie, puis tout ça. J'ai besoin de toi. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit, j'ai dit 2 fois non à mon père pour aller joindre l'entreprise. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ton nom retiré de l'héritage. Non, c'était même pas pour ça. Il me dira plus jamais non. fait que tu sais, le défi est intéressant. Mais là, je dis, là, j'avais mon entreprise, j'étais encore en entreprise. Fait que, puis mon partenaire, il savait. J'avais dit à mon partenaire que je me donne un 5 ans, puis après, je vais décider ce que je fais. Et puis là, je dis, garde-moi 3 ans, il faut que je règle mes affaires. On était en train de fusionner avec une autre entreprise. Fait que je dis, il faut que je finisse ça pour aider mon partner là-dedans. Fait que donne-moi 3 mois pour finaliser mes affaires. Donne-moi une couple de mois pour y penser, puis après, donne-moi 3 mois. Fait que ça dure 6 mois. Puis je dis, OK, c'est correct. Cool, je me joins à l'entreprise. C'était en septembre 2000. Puis, t'as vendu tes parts? C'était tout petit comme compagnie. Là. Un handshake, merci beaucoup. Hey, c'était bien le fun. $1 symbolique. Viens, on va aller manger. Tu ramasses le lunch, la compagnie est à toi. Ouais. Mais tu sais, j'ai appris à ce moment-là, on était tout petit, puis il y a des fois, on se payait pas. Tu sais, j'ai appris à la dure. Là. Ça n'a pas été facile. Ben, moi, je trouve que c'est des leçons de vie. Mon père me dirait tout le temps, ça t'a pas coûté cher à apprendre. C'est des échecs que, évidemment, quand tu arrives là, tu te dis hey, je suis pas capable de me payer un salaire pour payer mon loyer ou pour payer peu importe mes dépenses. Puis là, tu te dis attends un peu, là, on parle de. Puis bien souvent, dans ces années-là, je me souviens des premières payes, je me payais ce salaire minimum juste pour qu'on puisse rouler la business. On voyait ça plus à long terme. Fait que de partir de là, c'est des très, très belles leçons de vie. Puis aujourd'hui, on met ça en plus gros. J'aime bien dire, on fait juste rajouter des zéros à la fin, à la fin de l'équation parce que c'est juste des chiffres. C'est ça, parce que les défis, c'est pas peut-être. Parce que les défis sont les mêmes, les genres de défis sont les mêmes, c'est peut-être pas la même amplitude, mais c'est les mêmes genres de défis. Là. Donc, exact. Fait que là, tu pars. C'est quoi le poste que ton père proposait? J'ai joint mon père. Nous autres, l'entreprise, on est membre d'un groupement d'achat au Canada en plomberie chauffage. Ça s'appelait Canaplus. Maintenant, c'est un autre nom. C'est AD plomberie chauffage au Canada. Fait qu'à ce moment-là, Canaplus, mon père, en même temps que je suis devenu président, mon frère, que je suis joint à l'entreprise, mon frère Martin est devenu président. Fait que mon père commençait vraiment à ralentir pour un plan de retraite. Fait que c'est pour ça qu'il voulait que je me joigne à l'entreprise. C'était que pour que je prenne sa place dans son leadership dans le groupement d'achat canadien. Puis dans le groupement d'achat canadien, ben, c'est plein de grossistes à travers le Canada. Des concurrents au Québec, en Ontario, mais d'autres joueurs dans l'Ouest aussi. Donc, c'était de négocier finalement, il voulait que j'aille l'aider pour apprendre l'industrie, mais aussi c'était pour négocier des ententes de rabais volume pour tous les membres du groupement d'achat avec les fournisseurs. Fait que c'était surtout ça, mais en même temps, c'était pas une job à temps plein. Fait que j'étais coordonnateur projets spéciaux dans le groupe de chaîne. J'ai fait plein d'affaires. J'arrivais d'une compagnie qui faisait du web. J'ai fait le premier site web de groupe de chaîne. J'ai plein d'affaires. J'ai travaillé sur plein de projets. Là, toutes les nouveautés qui arrivaient chez Deschaines, comme on parle du site web, sûrement, on va en reparler un peu plus tard, le site transactionnel, les choses comme ça. Fait que tu devais être impliqué dans des petites affaires. Mais tu sais, vraiment, ce que j'apprenais, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est que je commençais dans l'entreprise et dans l'industrie en travaillant directement avec mon père, qui a une bonne réputation, une excellente réputation. Et donc, j'apprenais d'un gars qui en avait du vécu. Là. Fait que pour moi, c'était du bagage là, à Menza. Fait que pour moi, ça a été bien, bien, bien intéressant. Ouais, c'est ça. Durant cette année-là, tu sais, je me souviens, parce que là, tu avais 27 ans quand tu as intégré. Je me souviens, là, tu sais, de 20 à 27 ans, là,
on est comme des éponges en entrepreneurship. Là. Des éponges, t'absorbes tout, puis on dirait que faut que les liens se créent super rapidement. Fait que ça a dû être hyper instructif. Ah oui, non, énormément. Mais aussi, j'ai appris aussi... J'étais un gars qui était, disons, plus transactionnel dans mon approche. Puis en travaillant avec mon père, en voyant son approche, quand on rencontrait des fournisseurs, tout le côté humain qui est, on est dans une industrie où le côté humain, le relationnel est super important. Et ça, je l'ai appris avec mon père. L'importance de créer le lien. Avant de commencer à négocier avec quelqu'un au bord de la table, il faut créer des liens, il faut parler, prendre des nouvelles. Et là, j'ai appris énormément à ce moment-là, de ce côté-là. Là. En plus de négocier, certains aspects de négociation aussi, là, ça jouait dur, mais ça jouait de façon très respectueuse. Puis, le poste que tu avais au sein de cette association-là, c'était un poste clé, évidemment, de négociation. Tu étais entouré de qui, mettons, dans l'industrie par rapport écoute, ce qui arrive, c'est que c'est une société en commandite, puis là-dedans, il y avait mon père, donc tu avais le general partner, là, c'est en anglais, excusez-moi. Là. Ouais. Fait que tu avais mon père et une autre personne dans l'Ouest canadien, Brian Finlay, d'Andrew Sherritt, qui étaient les deux en charge du groupement d'achat pour négocier avec les fournisseurs. Donc, moi, j'arrive là, fait que le support que j'avais, puis lui, il avait support de son directeur d'achat dans l'Ouest. Le support que j'avais, c'était mon père, c'était Brian, puis c'était George Hill, qui était le directeur des achats ou le VP achat chez Sherritt. C'était ça, là. Fait que, mais j'apprenais de 2-3 gars qui avaient une réputation, des connaissances, expériences incroyables. C'est une belle expérience parce que tu avais quasiment un peu plus que 100 ans d'expérience. Qui t'était livré comme ça. Fait que pour l'intégration dans la business, c'était beau. Tantôt, on parlait un peu de la pression. Comment ça s'est passé? Tes premières armes directement. Il y avait ce volet-là, mais directement dans le groupe des chaînes. Écoute, ça s'est bien passé. J'ai pas... je ne suis pas un genre de gars qui va prendre bien de la place à un endroit, même que certains diraient, ben François, il est là, mais des fois, on ne le voit pas. Mais les choses avancent quand même. Fait que, je ne suis pas le genre à aller brusquer, à prendre ma place. Je suis plus le genre à regarder pour voir comment que ça se passe. Puis, petit à petit, là, je me mets en place. Là. J'ai pas senti de pression. Peut-être parce que je n'étais pas directement impliqué dans les opérations de groupe des chaînes premier jour. Ouais. J'étais un peu à l'extérieur. Fait que ça m'a permis peut-être de faire ma place de ce côté-là. Mais peut-être ça avait été différent si j'avais été directement dans les opérations. Oui, c'est ça. C'est... Tu sais, le day-to-day, ben, tu étais dans le day-to-day, mais plus, comme tu dis, un peu dans le backseat, tout ce que tu regardais un peu plus, tu pouvais analyser, voir. Ça a dû être des années hyper formatrices, ce côté-là. Ah, puis tout le côté, tu sais, je parlais relations avec les fournisseurs, côté, pas politique, là, mais tu sais, on avait un groupement d'achat où on avait des membres qui étaient nos concurrents. Fait qu'il fallait que je navigue là-dedans, puis j'apprenais de mon père, j'apprenais de Brian Finlay aussi, comment naviguer là-dedans. Non? Fait que j'ai appris beaucoup à connaître la dynamique de notre industrie à ce moment-là. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment important, puis ça me sert encore aujourd'hui. Là. Oui, bien, c'est certain. Puis, tu sais, aujourd'hui, on va en parler un peu des acquisitions tantôt, mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, c'est un concurrent. Peut-être demain, on travaille ensemble. Là, fait que ça a dû donner aussi une vision parce que je pense à ce moment-là, vous étiez dans les acquisitions aussi au niveau de groupe des chaînes. Bien, écoute, notre parcours d'acquisition a commencé plus au début des années 80. C'est à ce moment-là que mon père a dit, bien là, il faut s'étendre. Tu sais, il avait vu, il y avait une récession au début 80, puis il avait vu que les capitales, là, Québec et Ottawa, avaient été moins impactées. Fait qu'avec toutes les instances gouvernementales qui sont là, la job continue même s'il y a une récession. Fait qu'il s'est dit, l'économie est moins impactée. Fait qu'il dit, si on fait des acquisitions, on va aller là, Québec puis Ottawa. C'est exactement ça qui est arrivé. Fait que dans les années 80, où les taux d'intérêt étaient assez élevés. Ça a commencé comme ça. Après, début des années 90, on est allé, on a commencé dans le Grand Toronto. Fait que, tu sais, on s'est déployé comme ça. Fait que les acquisitions là, de 80 aux années 2000, on a fait beaucoup. Fait que, tu sais, en 2000, là, quand mon père a pris racheter ses frères pour devenir le seul actionnaire, c'était 10 millions de chiffre d'affaires puis une succursale à Montréal. Puis en 2000, je ne me rappelle plus le nombre de succursales, mais on était à peu près à 225 millions de chiffre d'affaires. Ouais. 55 succursales en 2000. Ah, t'es bon, c'est pas ouais, non, j'ai fait mes recherches. Non, mais il y avait des chiffres qui
qui me surprenait parce que je voyais un peu, qu'est-ce qu'on parle, de 1980 à 10 millions, une succursale qui est déjà très bien. C'est un très bel business à 55 succursales, 255, 260 millions. J'étais comme, my God, OK, il y a quelqu'un qui a mis, il a mis du carburant dans l'auto parce que ça a démarré là-dessus. On parle de ton père. Ta mère, vous êtes 5 enfants, il devait avoir une mère dans ça. Ta mère faisait quoi? Ma mère était 5 enfants, fait qu'elle était à la maison. Elle était à la maison, moi je suis le dernier, puis Éric avant moi, il y a 3 ans de plus que moi. Donc, puis au primaire, j'allais dans l'école de quartier, fait que je revenais dîner, l'école était à 300 mètres de chez nous, fait que je revenais dîner à la maison. Fait que tout au long de mon primaire, ma mère était encore à la maison, puis quand je suis allé au secondaire, là, je suis allé à l'extérieur, au collège des Eudis, au collège Jean-Eudes d'aujourd'hui. Là, ma mère a commencé à faire du bénévolat. Fait que ma mère, elle a fait du bénévolat une grande partie de sa vie dans différents organismes. OK, fait que le côté... fait que vous avez été un peu dans cette soupe-là de... Tu sais, parce que quand j'ai tapé Groupe des chaînes, François, Martin, j'ai vu des associations, des fondations dans lesquelles vous êtes impliqués. Fait que ça a parti de tout jeune un peu... C'est un peu... votre mère qui a démarré ça. Est-ce que ton père est impliqué aussi dans des fondations ou il accompagnait plus ta mère? Non, mon père, oui, il a été impliqué. Il est moins aujourd'hui, mais il a été impliqué longtemps. On supporte beaucoup là, l'Association de Montréal de la déficience intellectuelle. Puis il y a une soirée par année là, que mon père a été président d'honneur pendant une 20aine d'années. C'est Martin, après, qui a pris la relève là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est directement impliqué. Mon père a été impliqué beaucoup sur la Fondation des familles en affaires. Et après, il y a parti l'Institut québécois des familles en affaires, que ça a été fusionné, ou après ça, on a mis ça avec le Centre des familles en affaires HEC. Fait que, mon père, il a beaucoup navigué autour des entreprises familiales. Ça, il tient beaucoup à cœur s'assurer la pérennité des entreprises familiales au Québec. C'est être certain que ça reste au Québec, puis qu'il y a une transmission qui puisse se faire le plus smooth possible. Fait que mon père, il s'est fait appeler énormément de fois par soit un parent d'entreprise familiale ou même les enfants, pour dire, venez donc nous dire, c'est quoi vous faites chez Groupe des chaînes? Venez parler de votre expérience. Puis, fait que là, mon père y allait. Puis, il disait, moi, c'est nous autres, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on a fait. Puis, fait que les autres apprennent par l'expérience. Ouais, c'est ça, parce que, tes Groupe des chaînes, je t'en parlais un petit peu avant qu'on démarre le podcast. Je considère ça comme un des très beau fleuron québécois parce que là, vous êtes à travers le Canada, vous avez commencé une intégration aux États-Unis. On va pouvoir en parler un petit peu plus quand on discutera des acquisitions, mais c'est encore détenu par des Québécois. Oui. Vous n'êtes pas à la bourse, là. Puis, j'ai vu le chiffre d'affaires, je suis pas encore certain que j'ai vu le bon chiffre d'affaires, mais j'ai vu dans les milliards, là, dans les chiffres d'affaires. Donc, c'est incroyable, là, tu sais, ce côté-là. Puis, ton père, je pense, ça a tenu à cœur parce qu'il n'y a pas tant de compagnies québécoises qui sont encore des fleurons comme vous l'êtes actuellement. On discutait d'un peu de la vente de la compagnie Giant par la famille Lesage. C'est certain que c'est un fleuron qui se transfère un peu comme quand le Cirque du Soleil a été vendu aux États-Unis pour plein de belles raisons. Là. On a toutes nos raisons de vendre, mais le côté québécois détenu, c'était une entreprise qui était à travers le Canada, une partie, je crois, aux États-Unis. Non, c'est triste de voir ça, mais je pense, côté enfant, parce que là, si on regarde un peu l'historique, on va pouvoir passer, quand on va arriver sur l'entreprise, on va pouvoir en passer un peu plus, mais c'est ton grand-père qui est arrivé dans la business. Après ça, il y a eu ton père avec ses frères.
Puis là, il y a eu toi, il y a eu Martin, toi, Éric dessus. Côté enfant, si on regarde, puis là, je le sais que c'est familial, fait que côté enfant, qui prend la relève? Who's next? Ça, c'est le gros point d'interrogation pour l'instant. Tu sais, on regarde les enfants, comme je disais tantôt, Martin, il a 11 ans de plus que moi. Ses enfants, je pense 31, 29, 27. Un qui est plus en fiscalité, droit fiscal, une autre qui est en communication, un autre dans le domaine de l'hôtellerie. Après ça, là, c'est nous autres, ce qui arrive, peut-être juste avant d'y aller, c'est que on est 3 actionnaires dans l'entreprise, c'est les 3 frères. On a racheté nos 2 sœurs en 2005, fait qu'on est les 3 frères actionnaires, puis Éric n'est pas actif dans l'entreprise du tout. Donc, il est sur le conseil d'administration, mais il n'est puis, pas actif. Mais attends un petit peu, tu m'amènes, avant qu'on aille du côté des enfants, tes 2 sœurs étaient actionnaires dans... Oui, ce qui est arrivé, quand mon père, si je veux une petite historique, là, mon père, quand il a racheté ses frères au début des années 70, c'est l'entreprise a eu une offre d'achat d'une compagnie américaine. Puis là, mon père, il a fait « Hey, s'il y a une compagnie américaine qui nous trouve assez bon pour nous acheter, ça veut dire qu'on est bon. » Fait que là, il y avait une clause dans la convention d'actionnaire de premier refus qui avait le droit de racheter au même prix. Fait qu'il a levé sa clause, puis il a racheté ses 2 frères au même prix que la compagnie américaine. Fait que mon père est devenu le seul actionnaire à ce moment-là. Ça, c'est en 1973. Wow! 73. OK, en 73, vous avez été approché par une business, une compagnie, je ne sais même pas c'est qui la compagnie américaine. Une grosse compagnie était dans la distribution grossiste en plomberie, évidemment, sûrement, ou autre domaine. Puis en 73, ton père a pris la décision de dire non. Ouais. Wow, c'était une grosse décision parce qu'à ce moment-là, comme on parlait, environ 10 millions de chiffre d'affaires, l'offre devait être quand même importante. Là, quand je me replace en 73, que les maisons se vendaient 40, 50 000 $. Si tu étais un petit peu en région, tu pouvais trouver une maison à 30 000 $, une très belle maison à 30 000 $. Fait que ça devait être un offre colossal. Ton père... Colossal, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le montant, mais mon père, quand il a fallu qu'il se retourne rapidement pour aller trouver du financement avec les banques. Fait qu'il a réussi. Puis, une fois, il me racontait, il m'a dit plus qu'une fois, il dit, le jour que j'ai signé ça, je suis arrivé à la maison, ce soir, 5 enfants, je dis, comment je vais faire? Parce que là, c'est lui, il a été all-in avec, avec son argent, puis avec ses économies. Il a sûrement mis la maison en garantie. Écoute, sûrement, je ne sais pas. Là. Ça, ces histoires-là, ça me fait souvent penser, François, quand tu regardes des vidéos sur l'entrepreneur, l'entrepreneurship, puis les vidéos de... Tout le monde voit ça comme « Ah, ben oui, eux autres, ils l'ont eu facile. Là. Ils sont partis. Ben oui, des chaînes. Ça, là, je parle des chaînes, mais Google, ben oui, ça a tout intérêt. » Non, là, le monde ne comprenne pas que... sûrement, quand cette décision-là a été prise, il y a eu des sacrifices à faire. Puis de mettre la maison familiale en garantie, c'est énorme. Là. C'est des économies d'une vie que tu mets en garantie. Aujourd'hui, si tout le monde savait qu'est-ce qui se passerait dans le futur, on prendrait toutes les meilleures décisions. Mais à ce moment-là, c'était quand même risqué. Ouais. Puis si je me souviens bien... Au début des années 80, il y a eu un début de crise économique. Là. Donc, ça a dû quand même être une décision. Évidemment, en 73, quand il a pris la décision, il n'y avait pas tous les outils pour le voir, mais il faut se rappeler, en entrepreneurship, il y a tous les bons côtés, mais il y a aussi des fois les mauvais côtés. Là, la médaille a tourné du bon bord, fait que ça a bien été. Fait que si on poursuit au niveau de l'actionnariat. Fait que là, ce qui est arrivé après ça, plus tard dans les années 70, moi je suis né en 72, fait que l'acquisition, mon père a fait l'acquisition un peu après, puis plus tard dans les années 70, mon père il a fait ce qu'on appelle un geste successoral. Fait qu'il s'est dit, OK, à partir d'aujourd'hui, les actions, je donne les actions à mes 5 enfants, le même nombre d'actions chacun, et puis la plus-value que la valeur de l'entreprise va prendre, mais c'est mes enfants qui l'ont. Fait que mon père avait le contrôle encore de la compagnie. Et par contre, c'était les enfants là, qu'on prenait, on était actionnaire de l'entreprise. Puis je n'étais pas vieux. Là. C'est ça, t'avais quoi? T'avais 9 ans? Maximum. 9 ans. Bienvenue sur le conseil d'administration. Écoute, je me rappelle un jour, mon père, il fait un meeting dans le salon. De quoi tu parles? Là? C'est flou dans ma tête, mais je me rappelle que je trouvais ça plate à maudit. Ouais. Là, Martin, lui, il était comme hey, lâche tes bébelles. Là. Écoute, papa, là, ça, c'est l'avenir. Là.
Fait que là, donc les 5 enfants actionnaires à ce moment-là. Et puis nous autres, on a mis en place, mon père a mis en place dans les fins des années 90 un conseil d'administration, un comité consultatif avec des membres indépendants et qui est devenu un conseil d'administration après. Et en même temps, on a créé un conseil de famille. On a suivi une formation, les 5 enfants ensemble, puis mes parents sur la gouvernance en entreprise familiale. Donc en parallèle, après ça, mon père, conseil de famille, comité consultatif qui était pour nommer sa relève. Et donc conseil de famille. Donc on se rencontrait, les 5 enfants puis mes parents, 4-5 fois par année. Et maintenant, on a eu des discussions sur l'actionnariat dans l'entreprise. Bon, on fait quoi? Là, on était dans les années 2000. Et donc, à ce moment-là, il y a mes 2 sœurs. Ils ont dit, là, nous autres, on est prêts à se faire racheter. Donc, on a racheté nos 2 sœurs en 2005. Puis, tes 2 sœurs n'ont jamais été impliquées directement ou indirectement dans le business? Un peu. J'ai une de mes sœurs de quelques emplois d'été. Mon autre sœur, Julie, a travaillé, je pense, 2-3 ans à l'administration. Fait que, ils ont été impliqués pas dans les opérations. Dans les opérations. Wow, ça, c'est un super beau geste de confiance parce que ton père, c'est un excellent visionnaire parce que quand tu donnes ça, tu sais pas comment que ça va tourner. Puis là, dans la famille, tout le monde a de l'air d'avoir bien tourné. Mais des fois, il y en a un, tu fais attends un peu, là, il a besoin d'être ramené. Puis là, ça peut être dangereux à ce moment-là. Là. Fait que l'encadrement, mais le conseil familial, comment que c'est complètement indépendant du conseil d'administration? Oui. Tu sais, nous autres, dans ce qui est resté dans la famille, je pense que c'est en 95 ou 96, la formation de gouvernance en entreprise familiale, ce qui est resté puis qui nous sert encore aujourd'hui puis qu'on a gardé tout le temps, il faut s'imaginer 3 cercles. Tu as la famille, les propriétaires, les actionnaires, puis tu as l'entreprise comme telle. Fait que c'est 3 cercles qui ont des interactions, si on peut dire, où il y a des qui se touchent. Et donc, ça, c'est resté. Et à ce moment-là, pour nous autres, c'était clair que le comité consultatif ou le conseil d'administration, c'était pas là qu'on parlait des choses de la famille, c'était vraiment business. C'est les gens qui sont là, c'était pour veiller aux intérêts des actionnaires. Donc, ce qui était discuté au conseil de famille, au comité consultatif, il n'y avait rien de la famille là-dedans. Si on avait des sujets à aborder, après, c'était au conseil de famille. Mais sur le comité consultatif, au début, Martin n'était pas encore président, on l'avait nommé pour représenter la famille. Fait qu'il y avait mon père, on avait 3 membres indépendants et Martin qui représentait les intérêts de la famille là-dedans. Donc, ce qui était discuté au comité consultatif, en conseil de famille, ça nous était rapporté, puis on avait d'autres discussions. Mais on faisait les choses, on faisait la part des choses à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, ça a été le même pendant des années et des années. Quand Martin est devenu président de Groupe Deschênes en 2000, pas longtemps après, c'est moi qui ai été nommé comme représentant de la famille sur le conseil d'administration. Puis après, on avait encore le conseil de famille, puis on discutait d'autres sujets. On rapportait ce qui était mentionné au conseil d'administration, au conseil de famille, puis on avait d'autres discussions, là, d'autres choses qu'on a dans la famille, là, des investissements à gauche pas à droite, là, des buildings, des terrains. Ouais. Mais ça, c'est une... J'adore le processus. Là, présentement, ça tourne, le hamster tourne, là, mais c'est un super beau processus pour intégrer, mettons, l'avenir un petit peu, d'intégrer, comme quand Martin, avant qu'il tombe président de Groupe Deschênes, arrive puis il intègre un peu à titre de... Pas juste de participant, il vient voir, il vient analyser un petit peu la situation, comment ça se passe dans le conseil. Comité consultatif à ce moment-là. Comité consultatif. Puis là, après ça, quand Martin prend... Là, ton père il était encore sur... je l'appelle le CA, là, mais le comité consultatif. Oui. Fait que là, toi, t'es rentré là comme observateur quasiment. Là, tu donnais ton point de vue, tout ça, mais tu venais voir un peu comment que ça se passait. Oui. Là, fait que Puis là, sur le comité familial, y a-tu juste présentement
encore vous 5 avec papa, maman, ou il y a des enfants qui commencent à être impliqués? Non, en ce moment, on n'a pas encore impliqué les enfants. C'est plus les 3 actionnaires, donc les 3 frères, Martin, Éric et moi, et mon père sur le conseil de famille en ce moment. Ma mère a dit, j'ai assez donné, là. Ça l'intéressait moins. Ben, tu sais, puis en même temps, tout le monde, on est sur le conseil d'administration. Fait qu'on ne vient pas reprendre les discussions, ce qui a été mentionné au conseil d'administration, en conseil de famille. C'est vraiment sur d'autres sujets qu'on a, là, comme par exemple nommer les membres du conseil d'administration, les membres indépendants, parce qu'on a des membres indépendants sur le conseil d'administration, dont le président du conseil, c'est pas un membre de la famille, c'est quelqu'un d'indépendant. Donc, si on a ces discussions-là en conseil de famille, puis d'autres choses qu'on développe en famille. Oui, c'est ça. Ben, des projets, comme tu parles, des buildings, du holding, des placements. C'est à cet endroit-là aussi que vous parlez un peu des fondations, des implications de ces fondations? Non, tu vois, on n'a pas développé encore cet aspect-là en famille. Quand les contributions des fondations, c'est soit via groupe de chaîne comme tel, l'entreprise comme telle, ou chacun des membres indépendants qui font ça. Okay. Ça dépend. Donc, on n'a pas créé rien. On n'a pas créé. On a ça dans le pipeline qu'on veut arriver à, mais on n'est pas encore là. Mais il faut y arriver. Là. OK. Et puis, juste pour revenir, en ce moment, au conseil de famille, il n'y a pas d'enfants, pas de nos enfants qui sont là. Ça se passe plus à l'extérieur de ça pour l'instant. Oui, c'est ça. Ben, le fait que vous 3, les 3 actionnaires, vous avez des enfants, ben, veux pas. Parce que là, on parlait des enfants de Martin, mais de ton côté aussi. Oui, moi, j'en ai 3, puis mon frère Éric en a 2. Okay. Ben, si on passe d'enfants, là-dedans, il y en a 5, 6, 7, 8. Fait qu'on passe de 31 ans jusqu'à 14 ans. Oui, c'est ça. Fait que l'intérêt n'est pas encore là. Pas encore là, mais en même temps, la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre. Il y en a qui doivent commencer à faire des petits jobs d'été chez des chaînes. Non, il n'y en a pas eu encore. Ben, non, ça n'a pas fonctionné encore. Le fait que McDonald's a augmenté le salaire minimum, ça vient de vous couper l'herbe sous le pied. Ton père, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait des discussions à la maison concernant, tu veux pas, surtout quand il a pris cette décision-là, il vous parlait-tu un peu de la business? Comment ça se passait? C'était intéressant parce que mon père avait comme philosophie de dire, moi, mes problèmes au travail, je les amène pas à la maison. Je veux pas embarrasser, je veux pas que mes enfants soient mêlés à ça. Je veux pas les écœurer avec ce que je veux au bureau, au travail. Ça me tente pas. Fait que non, il en parlait pas. Sauf quand je t'ai dit la fois que j'étais tout petit dans le salon. Là. Ouais. Et c'est suite, justement, au début, dans la fin, mi-année 90, en conseil de famille, là, on n'avait pas de on a refait notre convention d'actionnaire, les 5 enfants ensemble. Et c'est à ce moment-là que mon père a partagé plus c'était quoi l'entreprise. Tu sais, imagine, je me rappelle encore, dans les années, j'étais au HEC en 91 jusqu'en 94. Puis à un moment donné, j'étais en 2e année, puis il y avait les sociétés les mieux gérées. Fait qu'en ce moment-là, on a participé. On participe encore aujourd'hui, mais à ce moment-là. Puis, je ne savais même pas c'était quoi notre chiffre d'affaires. Puis là, on voit dans la liste des entreprises les mieux gérées, puis à ce moment-là, ils mettaient un ordre de grandeur de chiffre d'affaires que je ne savais même pas. Puis là, mes amis au HEC, ils disent « Hey, Deschênes, tu m'as jamais dit ça, l'entreprise, c'est grand! » Je ne savais même pas. Puis là, ils vont voir ça à chart, puis là, il fait « Hey, mais t'es actionnaire de groupe Deschênes, qu'est-ce que tu fais ici? » Tu sais. Oui, c'est ça devait être spécial. Tu t'en vas là-bas, puis dans ton cours, ils donnent comme quoi typique des chaînes de Société Fleuron québécois. Puis là, tu fais, oui, je suis là-dedans. Puis tu sais, je le sais, pour avoir déjà vu un peu comment l'humilité dans votre famille, c'est comme une chose que. Je ne sais pas si vous avez reçu une dose à la naissance, mais... Les parents, autant mon père que ma mère, là, ça a vraiment été légué à tous les enfants. Là, je pense pas qu'on n'a pas oublié de où on vient. Écoute, tu sais, classe moyenne, j'ai jamais rien manqué de rien dans ma vie, là, dans la classe moyenne, mais mes amis avaient tous des jeux vidéo. Moi, je n'avais pas de l'Atari ou une télévision dans ce temps-là. Là. Écoute, j'ai jamais eu ça de ma vie, moi. Là. Fait que, non, on a une classe moyenne, n'a rien manqué, mais je pense que l'humilité, là, ça reste bien important pour nous autres. Oui, ça me fait beaucoup penser. Je parlais avec Jean Charbonneau, je l'ai reçu comme invité au podcast, puis tout le monde voyait Jean, ben oui, Jean a tout le temps fait de l'argent. Puis là, il me dit non, mais non, c'est juste là, quelques années qu'on
il dit, on a manqué de rien. Là. Mes enfants ont manqué de rien. Les enfants de Daniel, moi, Daniel, on n'était pas dans la rue, là. Mais on peut pas dire qu'on était ultra riche, là. On était dans la classe moyenne, puis c'est que tout récemment qu'on a commencé à verser des dividendes et en profiter un peu plus. Mais il dit, tu parles à n'importe qui, eux autres sont sûrs que depuis 30 ans, c'est la richesse, puis schling. Ça, c'est l'autre côté des entrepreneurs, tu sais. Puis je suis certain, tu sais, là, on regarde où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Ben oui, le groupe des chaînes, ça a tout le temps eu la cuillère en or avec les... Non, hey, comprenez que ça a bûché très, très fort dans ça. Si on parle un peu de ton grand-père, tantôt on parlait de santé fragile, est-ce que tu l'as connu? Non, j'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père est décédé, j'avais peut-être 4 ans. 3 ou 4 ans. Okay. Ça fait que je ne l'ai pas connu, puis il était sénile, ou c'était peut-être l'Alzheimer à ce moment-là, donc il était dans un foyer, santé fragile. Non, j'ai pas connu la seule grand-parent que j'ai connu, c'est la mère de ma mère. À part ça, j'ai pas connu, les autres étaient décédés. Là. Puis, si on parle un peu de l'histoire, comment que... Tu sais, en 1940, où ce que... 45, Deuxième Guerre mondiale, là, on était là-dedans, là, où ce que ça commençait à chicaner un peu. Ton grand-père a décidé de partir compagnie de plomberie, distribution de plomberie. Comment tout ça a démarré? Écoute, mon grand-père était un technicien en chauffage hydraulique. Tu sais, en ce moment-là, des grosses bouilloires là, pour faire le chauffage hydraulique dans des maisons, ou même les endroits commerciaux, ou même les églises. Mon grand-père vient du bas du fleuve. Et donc, il avait une super renommée pour la réparation pour s'assurer d'avoir des bons systèmes de chauffage hydraulique, de bons systèmes de bouilloire, puis la réparation aussi, puis de comprendre c'est où les problèmes. Des fois, il était appelé à des endroits parce que c'était le seul qui comprenait comment il fallait le réparer. Fait que mon grand-père est allé travailler dans des usines de guerre aux États-Unis à la Première Guerre mondiale, ou à la fin des années 80, ou à la fin des années... Non, Première Guerre mondiale. Et après, il est revenu dans des usines de guerre au niveau chauffage hydraulique. Donc, c'est un technicien qui était bien renommé. Puis, juste avant qu'il débute l'entreprise, il travaillait pour Homer Dessert. Le Homer Dessert qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui était dans le temps. Il ne faisait pas des pinceaux. Non. Dans le temps, Homer Dessert, c'est un distributeur important de plomberie chauffage au Québec. Puis après, ça s'est développé beaucoup. Ça a été en quincaillerie. Il y a eu des motos, des bateaux. Puis là, c'est plus au niveau artistique aujourd'hui. Donc, mon grand-père travaillait là. Puis en 1940, à un moment donné, il y a une opportunité. Il y a un petit distributeur, Langelier et Fils, 3 personnes. Puis qu'il a acheté Langelier et Fils. Fait que ça a commencé comme ça. Et dès les premières armes du groupe Deschaines, là, je comprends que c'était pas groupe Deschaines à ce moment-là, mais dès les premières armes de groupe Deschaines, il y avait de l'entrepreneur dans le nez de prendre, puis là, excuse-moi le terme, mais de prendre des risques. Tu sais, en 1940, comme je parle, c'était la Deuxième Guerre mondiale qui se préparait. Évidemment, je n'étais pas là. Je relate un peu ce que j'ai lu, mais l'économie était beaucoup axée, puis les matériaux et tout ça était beaucoup axé du côté guerre, armement, tout ça. Je comprends qu'on n'était pas les premiers, un peu comme les États-Unis, ou impliqués dans ça, mais on avait quand même un certain marché. Fait il y avait beaucoup de pièces. Ça prend quand même l'audace de partir ça à ce moment-là, puis d'avancer. Puis là, est-ce qu'il y avait un local? Comment ça fonctionnait? Oui, c'était une place. C'était dans le Vieux-Montréal. C'était, j'oublie le nom de la rue, là, mais... Notre-Dame. Bon, oui, c'est ça, dans ce coin-là, Notre-Dame, mais parce que c'est de la façon dont Notre-Dame est faite aujourd'hui. C'est un peu spécial. C'est un petit local. C'est pas le même Notre-Dame qu'on connaît aujourd'hui. Non. Fait que c'est ça. Fait que, au début, c'était là, sur Notre-Dame. Après, ça a déménagé Iberville, pas loin de Masson. Rue Iberville-Masson. Puis après, sur Bouvard-Saint-Michel, où Dasker est aujourd'hui une de nos entreprises. OK. Puis là,
ton grand-père, lui, travaille jusqu'à dans les années... Écoute, mon grand-père, assez rapidement, dans les années 50, à partir des années, je pense, 53, tu sais, mon père, c'est 8 enfants chez eux. Et lui, il était le 4e de la famille. Donc, il y avait une sœur la plus vieille, il y avait 2 frères et mon père. Donc, les frères ont commencé à joindre dans l'entreprise à partir des 53. Je pense que ça a été 53, 56, 57, là, les 3 frères. Mon père en 57. Et puis... Mon grand-père avait la santé fragile, mais il y avait 8 enfants à qui il fallait subvenir aux besoins. C'est pour ça que les 3 frères se sont joints à l'entreprise pour aider la famille là, à s'assurer là, qu'il peut avoir du pain sur la table. Puis à ce moment-là, quand ça a été déménagé sur Iberville, tu avais l'entrepôt en bas, mais la famille habitait en haut. Là, fait que, tu avais un local en haut qui était à la maison. Là. Fait que tu avais le duplex en haut, puis la quincaillerie en bas, un peu ça me fait penser beaucoup, tu sais, en France, les petites boulangeries où tu as la boulangerie puis tu as l'escalier qui descend, puis en haut, c'est l'appartement, côté familial. Puis là, après ça, ton père... Donc là, ce qui est arrivé, c'est que après ça, quand mon grand-père, à un moment donné, mon père a challengé mon grand-père. Là, tu fais quoi là, au niveau de l'actionnariat? T'es malade, il faut s'assurer que ce soit réglé. S'il arrive quoi que ce soit, il faut régler ça. Fait que finalement, les 3 frères sont devenus actionnaires. Fait que le frère, mon oncle Pierre, qui était le plus vieux des 3 gars, était président. Gilles, qui est l'autre frère, était directeur des opérations. Puis mon père était dans les ventes, il est devenu directeur des ventes. Fait qu'il y avait cette dynamique-là. Là. Fait que ça a duré longtemps. Dans cette dynamique-là, elle est restée plusieurs années. Là. Puis, à ce moment-là, roulait une seule boutique. Et là, en 1973, ton père rachète ses 2 frères suite au push pour vendre à des Américains. Peut-être on a déjà parlé avec ton père, mais c'était quoi le plan de match à ce moment-là de ton père? C'était-tu juste on avance puis on verra? On avance. Mon père, il y avait des idées. Tu sais, quand il y a pas longtemps après avoir racheté, là, il a commencé à ouvrir des succursales dans le Grand Montréal. Laval, je ne me rappelle plus, Laval, Saint-Hubert, Saint-Hyacinthe. Fait qu'il a commencé à ouvrir des succursales autour de Montréal pour s'étendre un peu. Puis qu'après, comme j'ai dit, il faut s'étendre ailleurs pour mitiger le risque. Fait que Québec, Ottawa, Grand Toronto, on était les méchants Québécois qui arrivaient à Toronto. Ça a été, comme je me fais dire, ça n'a pas été facile au début. Donc, fallait briser des barrières. Ça a été fait. Puis aujourd'hui, ça va pour le mieux. Oui, non, c'est ça. Puis, arriver, tu sais, aujourd'hui, je vois certains, tu sais, il y a beaucoup de politique en arrière de ça. Tu arrives à Toronto, je me souviens... Quand je travaillais comme entrepreneur général, on avait l'intention d'aller pas trop loin, Ottawa. Puis là, on se disait, Ottawa, Toronto. Ça va être notre porte d'entrée. Et à Ottawa, il y a quelqu'un qui nous a fait comprendre, attends, là, t'es un petit Québécois, là, t'as pas d'affaires là. Moi, je suis choqué. Fait que je m'imagine dans les années 80, 90, la coupure, tu sais, aujourd'hui, avec Internet, on dirait qu'il n'y a plus vraiment de ces frontières-là qui existent, mais dans ce temps-là, il devait avoir... Ça devait être très, très, très présent. Oui. Fait que, tu sais, son plan de match, j'ai pas eu de discussion formelle comme tu me demandais là-dessus, là, mais c'est ça qui s'est passé. Puis ben honnêtement, à un moment donné, dans les années 90, mon père avait des idées de développement par acquisition, puis s'étendre davantage, puis il a songé à aller public, d'aller accompagner au niveau public. Et puis, tout était presque prêt. Puis, il a demandé un second avis. Puis, le second avis, il a dit, va pas public. Là. Il dit, tu es tellement en bonne santé financière que tout ce que tu veux faire, tu n'as pas besoin de capital externe. Là. Va juste va faire affaire avec les banques. Wow! Hey, ça veut dire du jour au lendemain, vous auriez pu passer public pour vous permettre d'avoir un certain financement et pouvoir passer. Ce jour-là, ça a dû être...
quand même assez critique pour la business parce que ça a changé l'histoire. Là. Bien, sûrement. Moi, je n'étais pas là. Je l'ai su l'histoire par après. Je n'étais pas impliqué dans l'entreprise à ce moment-là, mais c'est un gros questionnement. Là, parce que tu vas public pour différentes raisons, pour avoir du capital supplémentaire pour te développer ou comme actionnaire pour encaisser de l'argent. Puis la philosophie de l'entreprise, ça a toujours été on fait ça pour le bien de l'organisation. Fait que vraiment, c'était pour se développer, mais ça n'a pas été fait. Puis tout ce que mon père voulait faire dans ce qui était mentionné dans le prospectus pour aller public, ça a été fait malgré tout, même si on était resté privé. Comme quel état? Le développement par acquisition, s'étendre davantage de diversification. On était plomberie chauffage. Dans les années 90, on a commencé dans la climatisation, ventilation, dans l'aqueduc et égout. Donc, tout ce déploiement-là, autant de différenciation de produits que de géographique, ça s'est réalisé. Là. OK, fait que le plan de match, parce qu'évidemment, pour les auditeurs, là, je te cacherai pas que tu es un des premiers invités qu'on peut discuter un peu de ça, mais l'idée, c'est que quand on arrive pour aller au public, il nous faut un plan de match. Là. Il ne faut pas juste dire « Hey, j'ai besoin de financement ». Puis là, tu sais, OK, tu veux, tu sais, un peu comme au Dragon. Là, moi, j'aime bien voir ça parce que les Dragons, l'émission, tu sais, ça nous montre un peu quand tu vas chercher un financement à la banque, quand tu veux aller public, il te faut un plan de match. Il faut que ça soit clair et attrayant. Il te faut des milestones dans ça. Fait que, ça te donne un peu, dans les prochaines années, voici où on s'en va et voici le plan de match qui va vous assurer une pérennité et des retours sur investissement éventuellement dans ça. Fait que ça, c'est... c'est quand même un gros point là, que vous ayez décidé de switcher d'un bar à l'autre. Si on en regarde, tu voyais un petit peu ton père rouler. Des fois, moi, je vois, je me remets un petit peu dans les années où tu étais un petit peu dans... on a quelques années de différence, mais je vois un peu, des fois, je regardais mon père travailler, puis je me suis renseigné un petit peu sur ton père. C'était également un bourreau de travail, là. Aujourd'hui, on les appelle les bourreaux de travail, mais le vrai terme, c'était des workaholics, là. C'était des passionnés de leur ouvrage. Et tu sais, tu regardes ça, tu te dis, OK, ils font que travailler, là, mais en bout de ligne, ils sont passionnés, fait qu'ils ne calculent pas les heures et tout ça. Ça t'a-tu fait peur un petit peu, des fois, en regardant ton père aller? Mais tu sais, moi, ce que j'ai appris là-dedans, tu sais, mon père, quand j'étais jeune, je ne l'ai pas connu. Mon père, je l'ai connu pas mal plus quand j'ai commencé à travailler pour l'entreprise, parce qu'il était pas là quand j'étais jeune, il bâtissait l'entreprise. Mon père, je le voyais, surtout, on avait un chalet dans les Laurentides, mais quand on allait faire des petits voyages de pêche. Pas de téléphone, pas rien, parce qu'on était dans le fin fond, dans le bois, pas d'électricité. Puis là, mon père était là, puis il était dans son élément, la nature, la pêche. Fait que c'est là que je passais plus de temps avec lui. Et fait que j'ai appris à le connaître en commençant à travailler avec l'organisation. Et ce que j'ai appris, par contre, c'est que je voulais pas... faire vivre la même chose à mes enfants. Tu sais, ça m'a manqué, un père absent, ça manque. Fait que moi, je me suis retourné de base, je dis, c'est pas vrai, je vais faire vivre ça à mes enfants. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, malgré la taille qu'on est rendu, puis le rôle que j'ai, je pense que j'ai gardé quand même un assez bon équilibre travail-famille. Et quand mes enfants sont là, j'essaie d'être all-in. Je suis divorcé, là, monoparental. Fait que quand ils sont Welcome là... in the group. Fait que quand ils sont là, j'essaie d'être all-in, puis de m'assurer que je suis là pour eux autres s'il y a de quoi. C'est pas parfait, mais fait que j'ai appris, je dis non, je veux pas que mes enfants vivent ça. J'ai pas aimé ce que ça m'a donné. Fait que je veux faire autrement avec mes enfants. Ouais, puis on dirait qu'aujourd'hui, cette notion... En fait, dans le temps, la notion de... je sais pas si c'est à cause que le Québec était pas prête à ça ou il était en développement, le Québec, mais tu sais, cet équilibre-là, travail-famille, il y a de l'overtime. On avait un peu la philosophie de l'ouvrier. Il y a de l'overtime, on l'a fait. Travailler le nombre d'heures... travailler 80 heures, ça veut dire que tu travailles fort. Même si peut-être qu'il y avait 20 heures là-dedans, que c'est un waste of time, puis que tu aurais pu en travailler 60, puis que ça aurait été... Tu aurais eu 90 95 Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus conscient de ça, mais je pense que c'est un gros défi. Ça a fait partie de beaucoup de discussions.
encore la semaine dernière, j'avais une amie qui m'expliquait, ah ouais, je donne une conférence sur sur équilibre travail-famille. Là, je dis, ah ouais, puis elle a dit, ouais, c'est encore d'actualité, là, c'est très, très difficile. Mais le monde sont plus conscients de ça, donc ils sont beaucoup plus à l'écoute dessus. Fait que, non, ça, c'est sûr que c'est ça, mais justement, ça, est-ce que toi, ça t'a fait peur un petit peu de dire je veux pas être entrepreneur parce que c'est ça que ça me donne? Ou t'as fait non, je vais rectifier le tir? Non, pour moi, ça a été un processus. C'est quand je me suis joint à l'organisation, j'avais pas comme visée de devenir président du groupe de chaîne. C'était pas ça du tout, là. Je me joins à l'organisation, j'apprends. Si j'aime ça, ben tant mieux. Si j'aime pas ça, bon, je verrai ce que je vais faire plus tard. Fait que ça a vraiment été plus un processus d'apprentissage puis comment je me sens là-dedans, là. Donc, c'est pas, ça me faisait pas peur. Je travaillais fort, des heures. Tu sais, quand ton nom est sur la bâtisse, ben faut que tu montes l'exemple. Fait que faut que tu travailles, puis des fois, il faut travailler plus que les autres. Tu sais, j'ai travaillé à un moment donné, une de mes jobs d'été. Mon frère Martin, il dirigeait ce qui est Desco à Toronto aujourd'hui. Je suis allé travailler un été de temps dans l'entrepôt là-bas. Et puis, j'en bossais des heures, là, puis je regardais les gars dans l'entrepôt, puis ça travaillait pas aussi fort que moi, je le savais, là, mais je n'ai pas le choix. Là. Mon frère, il dirige l'entreprise à Toronto, puis c'est mon nom qui est là. Fait que, on a ça comme mentalité chez nous. On n'a pas peur du travail. On aime ce qu'on fait, puis on va travailler fort on va persévérer dans ce qu'on fait. Là. Donc, non, ben ça paraît un petit peu... En fait, je dis ça paraît un petit peu. Ça paraît beaucoup, Martin. Mais Martin François, ça paraît beaucoup un peu par quoi vous avez été buildé. Tu sais, moi, j'étais en relation avec différents employés. Je dis employés, mais on dirait que tout le monde traite un peu la business de le groupe des chaînes. On dirait que tout le monde sont partner dans le groupe des chaînes. Là, tu sais, j'ai à dealer surtout avec l'équipe de Montréal-Québec. Là. Je suis beaucoup dans la province de Québec, mais on dirait que ça, le monde n'a pas peur chez des chaînes de donner des heures, puis je pense que ça vient un peu de vos valeurs dans tout ça. Ouais. François, je viens de voir, le temps est déjà passé pour notre premier épisode. On va prendre une pause, on remplit nos verres. Je te dis, j'étais à l'école de la vie, je t'écoute, puis je suis un petit gamin. Pour de vrai, j'adore les entrepreneurs, puis je pense que c'est ta première partie de l'entrevue, je pense que ça va intéresser énormément de gens. Fait que je voulais te remercier. Je voulais remercier Antonella, Mylène, pour tout le marketing qu'ils font au niveau du web de chez La Joie. Je veux remercier Nick, Fred, pour la confiance qu'ils me font pour rouler ce podcast-là. Je veux remercier Nick à la technique. Puis je voulais te remercier, François, de ton temps. Pour les auditeurs, ça s'arrête ici cette semaine. On va poursuivre, moi puis François, le reste de l'entrevue. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne semaine. Puis à la semaine prochaine pour le reste de l'entrevue.